Alors Raquel, Oui. hommage à Johnny au moins pendant votre arrivée. Est-ce que vous connaissez une chanson de Johnny Hallyday? Alors, une, c'est Le Pénitencier en anglais. Parce que c'est quand même une chanson en anglais au Les départ. Animals, bah oui. C'est There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of million poor boys. And God, I know I'm one. Bravo, Raquel Galdo. Comme quoi, on peut être sympathisant de la France insoumise et adorer les Animals. C'est Johnny Hallyday par la même occasion. Mais comment ça se fait qu'en passant de l'anglais au français, on est passé d'un bordel à une prison? C'est bizarre comme... Ben, c'est Hugo Frey, en fait, qui a géré l'affaire. Et en France, tu sais... Ah oui. Il n'avait pas le harap. Oui, il était... Il fallait pas me le dire, j'avais pas remarqué. Ouais. Vous connaissez une chanson de Johnny? Ouais. Laquelle? On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui donnent l'envie de vivre et le désir. Et le plaisir aussi, qu'on me donne l'envie. Oui. L'envie d'avoir envie. Bravo. On allume ma vie. Ouais. C'est-à-dire, il manquerait plus qu'Absatou en connaisse une et là... Mais moi, je connais toutes les chansons de Johnny. Ben, celle que vous préférez, ma chère amie. Bah, rejouez Noir, c'est noir, les gars. Juste pour... Les cons. Absatou. Oh Marie, si tu savais Ah oui. tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Bravo. Vous les chantez, les garçons? Non. Par respect pour Johnny, je Ouais, ne c'est chanterai ça, pas. Oui, et puis c'est quand même plus sympathique C'est un de hommage. voir des jolies femmes chanter que nous, Non, il je y en a pense. une qui tirait bien avec ta grosse voix. Ouais. Toute la musique que Que j'aime. Bah Mais ouais. il y a aussi lorsque tu deviens chienne, que tu je t'ai chien. Bon, allez, on commence avec les unes de la semaine. Éric Nolot, votre une de la semaine. Ben, j'ai choisi Jean d'Ormesson. Bah ouais. Alors nous nous sommes presque tant aimés. Alors si j'avais dû, si par malheur, et Jean d'Ormesson avait disparu 30 ans plus tôt, ça n'aurait pas du tout été ce titre. Hein. C'était nous sommes tant détestés parce que pendant 20 ans, j'ai détesté Oui, Jean ça d'Ormesson. m'étonne pas. Quand j'étais adolescent, c'était l'horreur, Jean d'Ormesson. C'était la droite du Figaro. Il était tout le temps invité à Apostrophe. Il piquait la place des vrais écrivains. C'était l'horreur. Et puis, le charme d'Ormesson a oui. opéré. Il a changé. Il est devenu notre grand-père littéraire favori. On a fini par nouer des liens d'amitié et d'estime. Et je dois dire que la dernière période littéraire, les livres testamentaires, j'y suis très sensible parce qu'ils se concentrent sur l'essentiel. L'art, la beauté, l'amour, sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise. Et je suis Vous aviez devenu- envie de l'aimer, quoi. Oui, mais non, il s'est rendu aimable. Non seulement... Oui, mais moi, j'ai certainement changé, ma génération a changé, évidemment, mais lui s'est rendu aimable et il a fini par faire oublier ce Dormesson beaucoup moins sympathique. moi, Nous nous sommes presque tant aimés. Alors, il y a un truc, c'est qu'en octobre 2008, on avait reçu Jean d'Ormesson sur le plateau de Salut les Terriens. Et regardez ce qu'il nous avait dit. Vous savez, c'est d'abord un écrivain doit faire attention à tout ce qu'il écrit. Il doit faire attention à tout ce qu'il dit et il doit faire attention à la façon dont il meurt. Ouais. Vous savez, c'est très mauvais pour un écrivain de mourir, par exemple, en même temps que Piaf. Oui, c'est ce qui est arrivé à Cocteau, non? Piaf a pris toute la lumière pour elle et on n'a Ouais. pas parlé beaucoup de Cocteau. Il y a un autre écrivain à qui j'ai succédé à l'Académie qui est Jules Romain. Ouais. Jules Romain est mort le 14 août. C'est désastreux de mourir Oui, un il 14 faut faire août. attention. ouais. Parce que le lendemain, 15 août... Tout le vous monde savez, s'en la foutait, presse, oui, absolument. Ouais. Voilà, pauvre Jean, qui est mort la veille de Johnny Hallyday. Ce qui fait qu'il a été éclipsé, évidemment, par l'idole. Et celui qui a des obsèques à la Victor Hugo, c'est Johnny Hallyday et c'est pas Jean d'Ormesson. Oui. C'est une Jean ironie d'Ormesson. un peu tragique. Ironie, oui. Mais Jean d'Ormesson, quand même, il y a eu un hommage absolument unanime sur les réseaux sociaux. 24 Moi, j'ai heures. eu la chance, quand je faisais le Grand 8, de rencontrer Jean d'Ormesson. Il m'a pris le visage avec ses mains, il m'a dit que tu es jolie, mon enfant. Et
Franchement, il avait des yeux bleus, mais d'un bleu incroyable. Tu es sûr de vouloir partager cette anecdote? Oui, je la partage. Je la partage parce que je savais troublant, le début. que ça allait créer de l'ambiguïté, mais Oui. il est un peu le grand-père qu'on voulait tous avoir. Moi, je l'ai trouvé absolument formidable. Je l'ai aimé tout de suite. Et surtout, il disait un truc magnifique. Il disait qu'il n'était pas féministe et pourtant, il s'est tellement battu pour faire entrer une femme à l'Académie Marguerite française. Yourcenar, absolument. Voilà, c'était un homme absolument génial. Voilà. Raquel Garrido, votre une. Alors, ma une, c'est celle que tout le monde a faite avant moi, depuis le 6 décembre, donc depuis le décès de Johnny, c'est « Oh Johnny, si tu savais ». Si tu savais ce que ton décès a révélé dans ce pays. Moi, quand je suis arrivée en France en 88, je ne connaissais pas bien Johnny Hallyday. Et puis, dans les années 90, comme adolescente, je le percevais surtout comme le guignol de l'info, c'est-à-dire ce personnage grotesque qui ne savait pas aligner 3 phrases, qui disait surtout « Ah que coucou ». Ouais. Et c'est avec le temps que j'ai fini par comprendre comment, justement, sur le temps long et album après album, chanson après chanson, Johnny était entré dans tous les foyers de France de façon très enracinée. Et là, je constate que nous vivons comme nation un moment très intense de nostalgie. En portugais, il y a un mot que tout le monde connaît, c'est saudade. Eh bien, la France, actuellement, elle vit une saudade terrible avec les 2 décès, en fait, celui de Jean d'Ormesson et celui de Johnny, parce que c'est une époque qui s'arrête et qui ne reviendra plus jamais. Il n'y aura plus jamais quelqu'un comme Johnny Hallyday. C'est irrévocable. Ce temps est passé. Et combien de générations se voient, finalement, voient le temps passer, voient la fin arriver, voient tout ça. Il y a un chiffre qui m'a frappée, c'est 29 millions de personnes qui l'ont vu en concert. 29 millions de spectateurs, c'est-à-dire des gens qui ont été physiquement en sa présence dans un concert. C'est effectivement rapporté à la population La moitié actuelle. de la population. Alors, comment s'étonner ensuite de l'effet que ça a chez les Français, le décès d'un tel artiste? Merci. Tom, vous avez fait une, non? Oui, bah, tout le monde fait sa petite une. Moi, j'ai voulu faire un petit pas de côté. J'ai fait un petit dessin très, très modestement. Et j'ai imaginé Johnny qui arrivait face à Dieu. Et Dieu qui lui dit bah, Hallyday, vous dites? Moi, j'ai un Smet, mais allez voir à côté, à mon avis, au Panthéon, il y a peut-être une place. Bien, bien. Natacha Polony, votre une. Une actualité de la semaine qui a été occultée par ces 2 disparitions et qui, normalement, devrait déclencher des émeutes. Les enquêtes PEARLS, Programme international de recherche en lecture scolaire. Ouais. Sur 50 pays, la France est 34e. C'est une honte. Tous les pays qui sont testés, les 50, voient leurs résultats augmenter. Sauf 2, la France et la Belgique francophone. Mais tu vois, oui. Donc, le ministre a dit on va faire une dictée par jour. Immédiatement, des types vont dire mais non, mais c'est pas bien, etc. Alors, on va leur expliquer que là, maintenant, il faut absolument manifester. 2e chiffre essentiel dans cette étude. Les 2 premiers pays, c'est la Russie et Singapour. Ils ont 25% de leurs élèves, de leurs enfants, qui atteignent un niveau avancé en lecture, c'est-à-dire vraiment qui y arrivent bien. Nous, 4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une question d'inégalité sociale, d'enfants en difficulté, etc. Même nos gosses de Bourges ne savent pas lire. C'est monstrueux. Donc ça devrait déclencher des émeutes, ça devrait déclencher un débat national et surtout qu'on n'entende plus ceux qui sont responsables depuis 30 ans de ça. Parce qu'il y a un gâchis épouvantable. Et il y a eu 1 million de personnes aux obsèques de Victor Hugo le 1er juin 1885. Le peuple lisait Victor Hugo à l'époque. Voilà. Mais une dictée par jour, c'est bien, mais ça serait pas plus rapide de fermer Énergie 12 directement? Non, je sais pas. Alors, William, c'est quoi votre une de la semaine? Bah, je ne pouvais pas ne pas parler de Jérusalem, Thierry, et de ce qu'a fait Trump. Alors, il n'est pas de mon but, évidemment, c'est ma une, hein. Je ne vais pas faire un débat sur Jérusalem. D'abord, Jérusalem rend fou. Il y a un syndrome de Jérusalem. Et Trump, il rend hystérique. Et je ne suis pas sûr qu'il ne le soit pas lui-même. Mais ayant dit cela, je suis bien obligé de déconstruire un mensonge planétaire. Il est complètement faux de dire que Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Il n'avait pas à le faire, puisque depuis 1995, une loi américaine du Congrès sous Clinton l'avait fait. Et donc Trump n'a fait que de vouloir déplacer
la diplomatie qui se trouvait à Tel Aviv jusqu'à Jérusalem, ce qui n'avait pas été fait pendant des années pour de pures raisons de sécurité. Il se trouve que M. Obama le bien-aimé, lorsqu'il a été en 2008 dans sa tournée Proche-Orientale, il a dit que Jérusalem était la capitale d'Israël, ça n'a déchaîné aucune tempête planétaire. Il se trouve que la Russie, en avril dernier, a reconnu que Jérusalem était la capitale d'Israël. Ça n'a déclenché aucune tempête planétaire. Et lorsque Trump va décider dans 6 mois ou dans 8 mois de transférer à Jérusalem-Ouest le personnel diplomatique, ça n'empêchera pas un autre président, sans doute américain, en tout cas je le souhaite, de placer éventuellement à Jérusalem-Est ou ailleurs une capitale pour l'État de Palestine. Donc ça ne change strictement rien à la question. Vous avez raison, simplement, on ne croit plus trop à l'histoire des 2 États et à Jérusalem-Est, capitale d'un État palestinien. Non, mais plus personne n'y croit. En l'occurrence, Thierry, on nous a raconté ça pendant des années, mais ça ne change rien, puisque depuis des années, le processus de paix est complètement à l'arrêté. Maintenant, je veux bien qu'on considère, je suis parfaitement ouvert à l'idée que le fait que ce président conchié universellement ait décidé de transférer à Jérusalem, ça ne va apporter que des emmerdements à tout le monde, y compris à Israël. Ça ne me déplaît pas de l'entendre. Je ne suis pas loin de le partager. Mais en matière d'indignation sélective, Thierry, je me permets simplement de rappeler qu'il y a à peine 1 an, l'UNESCO a décidé de nier complètement le lien entre Jérusalem et le peuple juif. Et les intéressés n'ont pas décidé de mettre le feu à la planète. Ouais. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Très bien. Un mot. Bon, j'entends ce que dit Gilles William. Il n'en demeure pas moins que le geste, pour symbolique qu'il soit, est fort regrettable parce que ça va générer davantage de problèmes à Israël que de solutions. Et du point de vue français, pour nous, c'est quand même très important d'en rester au droit international. Et le droit international tel qu'il ressort des dernières résolutions du Conseil de sécurité reste le fait de condamner la présence israélienne à Jérusalem-Est. C'est ça la réalité du droit international aujourd'hui. Et c'est pour ça que toute solution de paix doit préserver le statut de Jérusalem qui, justement, a été extrait systématiquement de toutes les négociations. On a dit que ce n'était pas un débat. Donc, Natacha, votre avis, c'est tout. Pas un débat, juste mon avis. Je pense que les symboles ont un sens et que dans une période où, en effet, il y a l'autorisation par l'État d'Israël de HLM pour des colons juifs dans Jérusalem-Est, ce n'est pas anodin. Et que si on veut garantir la sécurité d'Israël, la seule façon, c'est aussi de combattre la colonisation, de combattre tous les symboles qui sont en train de détruire la possibilité d'une paix. Mais pénible d'entendre le mot de colon s'agissant de Jérusalem-Est. Je me permets de te rappeler, si je peux aller jusqu'au bout, en 1948, Jérusalem-Est avait une population juive plus nombreuse que toutes les populations réunies et qui vivait là bien avant la création de l'État d'Israël. Il se trouve qu'à la suite d'une épuration ethnique, ils ont été chassés de Jérusalem-Est. Par conséquent, c'est un peu difficile. Le mot colon écorche un peu mes oreilles. Absatou. Alors, ma une de la semaine, c'est SDF allait crever ailleurs. Voilà, c'est un peu le message que la France adresse à ses SDF. J'ai été très triste de voir cette information. Ça se passe pas loin de chez toi, rue de Rivoli. Je me suis dit, en regardant ça, est-ce que notre monde en est vraiment là? Les SDF, à l'entrée d'un parking, s'ils viennent là se réfugier parce qu'ils ont froid ou parce qu'ils n'ont pas d'endroit où dormir, ils se prennent de l'eau, un jet d'eau. Donc, après la douche glacée, on va passer à l'eau bouillante, on va passer à l'acide, on va passer à quoi? Et puis alors, j'ai été très, très choquée par Éric Lafontaine, qui est le responsable des services généraux de cette société Pénat qui s'occupe du parking, qui a dit « Nous avons fait preuve de beaucoup de tolérance, mais ce n'était plus possible. Ces jets, c'est ce que nous avons trouvé de plus efficace. Je comprends que ça puisse choquer. En même temps, mouiller quelqu'un, c'est pas bien méchant. Je pense que ce cher monsieur n'a pas vécu à moins 10 degrés, ou voire plus, l'hiver. Quand les gens cherchent un peu de réconfort dans les bouches de métro ou autres pour essayer de trouver un peu de chaleur, quand ils se retrouvent mouillés, trempés dans le froid, je suis pas sûre que ce soit agréable. J'étais outrée de voir ça. Ces gens qui sont dans la détresse, qui vivent déjà dans la rue, j'ai eu l'impression que c'est des pièges à rats, mais faits pour les humains. On se souvient encore des bancs où ils ont mis des séparations pour que les gens ne puissent pas s'allonger. Alors, quand on dort dehors, c'est pas un luxe. On dort dehors parce qu'on n'a pas le choix. On est où?
C'est horrible. Quand tu sors les chiffres, tu as 2000 morts dans la rue l'année dernière. Le nombre de SDF entre 2001 et 2012 a fait plus 50%. Et ce qui est complètement hallucinant, c'est que cet événement, il a lieu en face d'un immeuble qui a vu naître les premiers groupes d'Emmaüs. On ne devrait pas laisser passer. Il y a un hashtag qui est diffusé qui s'appelle « Soyons humains ». Donc si vous voyez des sortes de pièges à SDF dans votre quartier, vous pouvez les dénoncer. C'est l'association de l'Abbé Pierre qui a lancé cette initiative. Merci Absatou. Jérôme Star, votre une de la semaine. Alors, tout le monde sait que je suis ultra connecté sur les réseaux sociaux. Je fais partie de cette France 2.0. Mais j'ai quand même un petit coup de gueule à passer sur cette digitalisation extrême. Alors, Facebook, vous le savez, est interdit aux moins de 13 ans, mais il y a tout de même 20 millions d'enfants qui mentent et qui créent des faux comptes voilà, lors de l'inscription. Une étude prouve que 3/4 des enfants britanniques entre 10 et 12 ans disposent au moins d'un compte sur un réseau social. Donc forcément, face à ce constat, Facebook a décidé de lancer une nouvelle application qui s'appelle Messenger Kids et qui est donc voilà, une messagerie mobile destinée aux 6-12 ans. Ça a été lancé lundi aux USA. Alors le but, voilà, c'est de chatter entre eux. Facebook promet un contrôle parental un peu plus accru sur ce Messenger Kids, avec la possibilité de surveiller ce que leurs enfants envoient via cette application. Alors bon, on sait que Facebook voilà, est en perte de vitesse. C'est quand même un réseau social que moi je trouve totalement ringard et démodé. Aujourd'hui, tous les jeunes foutent le camp sur Snapchat et sur Instagram, c'est vrai. Bah, c'est quand même Facebook, voilà, c'est quoi le réseau social? Avant, c'est ringard. Bah oui, c'est le réseau social. Attends, Thierry, il a ouvert un MySpace la semaine dernière. 40-60. Je suis le premier à défendre les réseaux sociaux, mais à 6 ans, on n'a rien à faire là-dessus. Moi, j'ai eu mon premier téléphone portable à 18 ans. 18 ans. J'ai eu mon premier portable à 18 ans quand j'étais au collège. Le téléphone portable, c'était pour les hommes d'affaires. Alors, j'étais très content d'en avoir un à 18 ans au collège, tu as beaucoup redoublé dans la vie? Oui, bon, au lycée, Natacha, vous, les enfants, Mais moi, les miens, ils n'ont pas le droit. Mais rien du tout, oui. Mais c'est la base. On ne donne pas les clés d'une espèce d'espace où on ne contrôle plus rien à ses propres enfants. Si on les aime, si on veut les protéger, on leur apprend d'abord tout ce qui va les structurer et ensuite ils seront assez grands eux-mêmes pour se libérer. Bravo. Bon, Natacha, voilà. Le tonton flingueur du pape, Éric Nolot. Bienvenue parmi nous. Toujours un plaisir. Tellement c'est pas si grave quand Gisbert s'en va, parce que je vous aime autant. Ah ouais, remplacer Gisbert, c'était le but de toute ma vie. Donc, et voilà. Éric Nolot. Iron Girl, Natacha Polony. Vous me parlez de quoi cette semaine? Je vais vous parler de vos achats de Noël. Ah bah oui. Ah bah, Eh oui, vous allez tous vous précipiter dans les magasins, hystérie complète. Oui. Donc on va essayer de calmer un petit peu tout ça. Ah oui, d'accord. Merci Natacha. Natacha, moi je reste attaché. Pour détourner un avion, bah faut être dedans, elle est là, Raquel Garrido. Vous avez préparé quoi cette semaine, Raquel? Alors, cette semaine, j'étais en mode avis de recherche. Je suis partie à la recherche d'un homme que vous avez rencontré en 2010. Il s'appelle Pierre Priolet. Ah, je l'adore, oui. Il était venu dans Salut les Terriens. C'est un agriculteur qui était obligé d'arracher ses arbres fruitiers. Ouais. Et donc, je me suis demandé où il en était aujourd'hui Bah, et c'est je bien. suis allée le voir. Populaire. Les Raquel du samedi. Du bleu sur les paupières, tourne aussi. L'avocat qui se défend très bien de lui-même, Gilles William Golnadel. Vous nous parlez de quoi cette semaine, William? À la faveur du voyage de Macron en Algérie, je suis revenu sur les déclarations ô combien controversées du candidat Macron sur la colonisation française en Algérie. Ah oui, c'est un crime contre l'humanité. C'est ce qu'il prétend. Ouais. Smile, though your heart is aching. Non, 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 stop, stop. C'est pas son sampleur, ça. Je peux te dire que pour obtenir ça, il a fallu que je sudoie beaucoup de monde dans la production. Avec qui t'as couché? Et la Garriga, elle l'a appris, il a fallu que je lui paye un bakchich supplémentaire. Ah ouais. C'est comme ça la vie. Alors, c'est plus jamais content, là, maintenant. C'est Smile maintenant. J'ai pris le pouvoir. C'est moi le boss. Attends la semaine prochaine. À l'âge où tu demandais un peu d'argent de poche à tes parents, elle avait déjà créé sa boîte. C'est Absatoussi.
Vous nous parlez de quoi cette semaine, Absatine? Je vous parle de l'atout séduction incontestable de Brad Pitt, de Denzel Washington, d'Audrey Crespo-Mara, Les Dents Blanches. Ah, les dents blanches, ah oui. Ça, on aimerait tous avoir les dents blanches. Ah hein. oui, Ouais, vous, ça va, exactement. hein, un peu. Et voilà, jeune et joli, c'est Tom Villa. Alors, faut expliquer quand même pourquoi je suis là, parce que d'habitude, c'est Mathieu Madénian. Ou voilà, quand il y a un Mustapha petit El souci, Atrassi. Mustapha El Atrassi. Et ou moi. Donc en fait, je suis troisième choix. le Hatem Ben Arfa des terriens du dimanche. Un regard qui vous attire, c'est fleurs bleues. Les mots difficiles à dire, c'est fleurs bleues, c'est fleurs bleues, c'est fleurs bleues. Un rendez-vous en automne, c'est fleurs bleues. Ça vous va bien? C'est la... J'adore. Ah ouais, je suis jaloux. Hein. Bah ouais, il est jaloux. Ah ouais, j'adore. C'est laquelle de Pokora? Je l'ai pas reconnue non plus, celle-là. Alors, il traite tout le monde de putaclic en assumant être une tête à claque. C'est Jérôme Sarr. Alors ouais, Cool. je crois que c'est l'une des premières fois hein, depuis mon arrivée dans cette émission où je n'ai pas de sujet. Ben, c'est bien, l'audience va monter alors. Donc je me repose, cool. mais j'ai quand même tourné des sujets en avance, donc voilà, à suivre hein, dans les Et prochaines. Jérôme qui nous a mis une très belle veste Pierre et Gilles. Oui, voilà. ça, je dois dire, il est magnifique, je l'adore. Très coloré. Voilà, l'émission s'appelle Les Terriens du Dimanche. Le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag LTD. Alors, il y a une bougie spéciale dans ce décor cette semaine. C'est la bougie de l'UNICEF. Chaque année, il y a la bougie de l'UNICEF et le sac à sapin. Voilà. Le sac à sapin, c'est handicap international. Il est là le sac à sapin. C'est le sapin, le sac, les Alors, vous pouvez trouver de nombreuses idées cadeaux, comme cette bougie, sur le site UNICEF. Les fonds récoltés permettront d'aider les enfants du monde à grandir dans un monde que l'on espère meilleur. Et maintenant, on passe en zone libre. C'est la France qui se fait belle par Absatoussi. Alors voilà, 54% des Français rient jaune à l'idée de ne pas avoir les dents blanches. Alors comment faire pour avoir un sourire plus blanc que blanc? Oui, c'est vrai, il y a un Français sur deux qui a déjà évité de sourire parce qu'il ne voulait pas montrer ses dents. Alors, avoir de belles dents, ça donne confiance en soi, mais avec le temps, les dents jaunissent, elles grisonnent même, à cause du café, du tabac, à cause du thé aussi, mais aussi à cause des médicaments. Je suis allée voir un dentiste parce que c'est quand même la meilleure façon de savoir ce qui est bon ou pas à faire. Et pour le coup, c'est une dentiste, elle va nous dire comment faire un vrai blanchiment Donc je vais des appuyer, dents. ça va démarrer. Hein. Allez. D'accord, on est prêt. 1, Ouais. 2, 3. On a tous envie d'avoir un joli sourire, des belles dents blanches. C'est un véritable atout séduction, incontestable même. Il y a plein de techniques, mais aussi des produits. Et moi, j'ai décidé d'aller poser la question à une professionnelle des dents, une dentiste. Suivez-moi. Bonjour, docteur Chrétien. Bonjour. Bonjour, Aude. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, je suis en train de regarder la teinte initiale de ma patiente. Parce que vous avez choisi donc de faire un blanchiment dentaire. Oui. Et pourquoi vous avez décidé de faire ce blanchiment? Vous étiez complexée? Non. Je ne suis pas complexée de mon sourire du tout, mais j'ai eu des dents beaucoup plus blanches, plus jeunes. Et je trouve que c'est sympa, ce serait sympa de retrouver cette blancheur, cet éclat. Donc nous allons mettre en place un écarteur pour protéger les joues et la langue. Et puis ensuite, on mettra en place un gel de protection des gencives. Alors, c'est pas un soin anodin, Non, voilà. c'est vraiment un soin qu'on fait chez le dentiste. Exactement. Là, on met tout en place pour éviter d'endommager les tissus environnants au niveau de la dent.
Et alors, il faut avoir les dents parfaitement saines pour pouvoir faire ce soin? Il faut évidemment soigner les caries avant de faire le soin. Avant de faire le soin, évidemment. Voilà. Allez, les yeux grands. Et du coup, là, on applique le gel. Donc là, vous allez peroxyde, voilà, c'est du peroxyde de carbamide à 15%. Et alors, c'est quoi ce peroxyde? Donc, ce peroxyde, c'est le produit qui va permettre d'avoir une action sur les particules colorantes au niveau de l'émail. Ça va ouvrir les pores de l'émail. Est-ce que ça vous plaît? Ouais, c'est bien. Ça remet une blancheur, c'est bien. Ça reste naturel, non? C'est bien, hein? Ah ben, c'est la lumière et l'éclat. On a enlevé les taches. Là, c'est le résultat au bout d'1 heure. Mais ce n'est pas le résultat final. D'accord? Le vrai résultat, on va progressivement améliorer ce résultat. C'est un résultat booster qu'on a là. Et il va falloir bien faire le traitement à la maison. Et là, pendant quelques jours, je dois faire attention à ce que je mange. Il y a des produits à éviter, hein. Ah bah oui. Et inévitablement, pendant tout le traitement à la maison, on mange blanc. On ne pose aucun colorant sur ces dents qui sont en purification. Ok. Alors, moi, j'ai des questions à vous poser sur le blanchiment. On a vu une séance de blanchiment dentaire. Je suis curieuse de voir quelques avant-après. Ah oui. Ah oui. Combien de teintes on a gagné entre les deux? À peu près, vous voyez, on était là, à 3M2. On est arrivé à 1M1. On est arrivé là. Ah oui. Comment les patients le vivent? Comme un soulagement? Ça leur donne une confiance en eux Une estime de soi. On peut enlever des complexes. Alors moi, est-ce que j'ai besoin d'un blanchiment dentaire? Ouais, non. Vous êtes parfaite. Et ravie de vous avoir accueilli chez moi. Eh ben, merci beaucoup, merci pour tous ces conseils. Et voilà, merci Absatou. Alors, la question, moi, que je me pose, parce que j'ai les dents un peu jaunies par le tabac, évidemment, est-ce que ça bouffe pas l'émail? D'abord, je voudrais dire que la méthode la plus sûre, c'est clairement d'aller chez le dentiste, mais ça a un prix, entre 300 et 1000 euros pour le faire, donc c'est absolument pas... voilà, c'est pas donné, c'est évidemment pas remboursé par la sécurité sociale. Après, il y a d'autres méthodes, mais qui peuvent être plus ou moins dangereuses. Par exemple, on a tous entendu parler du citron. Ben alors, le citron, effectivement, ça blanchit les dents, mais c'est à ne surtout pas utiliser, parce qu'en fait, à cause de l'acidité, voilà, ça va attaquer l'émail de vos dents. Il y a un truc qui est incroyable. Un nouveau truc qui est sorti, c'est du maquillage pour les dents. Oui, ça s'appelle du Tipex. Hein. Du Tipex, voilà. C'est un sorte de Tipex, c'est du maquillage pour les dents. Vous allez passer sur les dents et ça va vous donner un coup d'éclat sur les dents. Après, si elles sont grises, clairement, il faut d'abord passer par la méthode qu'on vient de voir là. Jérém Star, alors, vous en pensez quoi? Non, mais c'est marrant qu'on parle du blanchiment dentaire parce que c'est une problématique que je connais bien. Ça pullule dans le milieu de la télé-réalité. C'est vrai que quand on fait une émission, le passage obligatoire pour réussir sa vie, selon eux, c'est de lancer sa gamme de blanchiment dentaire. Et ce qui est hallucinant, c'est que ces candidats achètent des kits de blanchiment dentaire sur des sites de grossistes en Chine. Après, il y a un reconditionnement. Alors, on met des petits smileys, des petits cartoons pour dédramatiser un petit peu l'acte. On nous fait croire que c'est fabriqué en France et ensuite on se prend en photo et donc t'as tous les gamins qui reproduisent et qui achètent ces conneries. Voilà. Très bien. Alors Raquel Garrido, c'est quand même un sujet important. Non mais évidemment, Absatou le prend comme ça de façon légère, elle a raison, mais n'oublions pas que François Hollande appelait le peuple pauvre les sans-dents, ça veut bien dire quelque chose. Et le fait d'avoir cette recherche permanente de la blancheur, y compris en payant de sa poche, bon, c'est quelque chose qui est quand même une hystérie. On peut se le payer que si on est riche. Mais là, c'est plus les soins. Je vais avoir le mot de la fin sur ma chronique. Je veux dire, dans un monde normal, une couleur de dents blanc lavabo, c'est fake, c'est vulgaire, ça n'existe pas dans un monde réel. Voilà ce que je voulais dire. On confond deux choses. Il y a le blanchiment et il y a le soin. Moi, je suis désolée, je suis d'origine sénégalaise. On a tous des bâtons blanchissants pour les dents. Elles ont les dents extrêmement blanches. C'est quoi le bâton? C'est un bâton naturel qu'on a et qu'on frotte sur les dents. Ça fait des dents extrêmement blanches, extrêmement propres. Mais pour cela, manufacturé. Que fait la société Absatou qui pourrait l'importer? Le bâton. Absatou. Et maintenant, mesdames, messieurs, les fausses infos qui sont plus vraies que les vraies et inversement, c'est fake, no fake.
Alors, les chroniqueurs vont-ils enfin... Comment ça, encore Oh, c'est le gars. Arriver à c'est le battre la gag. prod, parce que ça fait des semaines qu'on les bat. Allez. Au Texas, Ouais. des prisonniers peuvent devenir des cobayes pour la médecine contre une remise de peine. Vrai ou faux? On peut répondre maintenant? Non, il faut voir le sujet. On regarde le sujet. C'est le fake no fake de la semaine. Nous sommes aux États-Unis, au Texas. Ici, il est désormais possible pour des condamnés à de longues peines de réduire leur temps d'incarcération. La condition, se porter volontaire pour servir de cobaye pour les essais cliniques d'un nouveau traitement contre les maladies neurodégénératives. Une première mondiale. Il s'agit là de l'essai thérapeutique le plus dangereux en médecine. Et cette pratique n'a jamais été expérimentée. Puisque nous avons été confrontés à des difficultés pour trouver des volontaires pour le test, nous avons proposé cette mesure inédite en accord avec les autorités. C'est l'Institut national de la santé américain qui a récemment pris cette initiative. Une décision lourde. Les produits de laboratoire testés ici sont particulièrement dangereux. Dans les essais cliniques classiques, l'intérêt du test sur les humains, c'est de pouvoir vérifier l'efficacité du traitement et non son agressivité. Là, au contraire, on étudie aussi la nocivité sur les humains. Le risque est grand pour ces détenus, c'est vrai, mais c'est un vrai progrès pour la recherche. Dans cette prison, 10 détenus se sont déjà portés volontaires, dont Guillermo. Je suis enfermé ici pour 35 ans. Alors ce test, c'est le recours de la dernière chance. Tout ce qui peut me faire gagner du temps de liberté est bon à prendre. Et peu m'importe les risques. Des détenus en guise de cobayes, un exemple qui pourrait bien, dans le futur, faire école dans d'autres prisons du monde. Voilà, au Texas, des prisonniers peuvent-ils devenir des cobayes pour la médecine contre une remise de peine? Fake no fake, vrai ou faux? Natacha Polony. Je vais dire vrai. Je suis profondément pessimiste et je pense que tout est possible. L'homme est capable de tout. Mais ouais, allez, L'homme j'y est un loup crois. pour l'homme. Exactement. Du moment qu'on peut abréger le temps de recherche sur des médicaments, ils sont prêts à tout. Allez hop, je dis Il oui. faut gagner de l'argent, oui, alors. Tu sais qu'en Caroline du Sud, il y a une loi qui dit que c'est interdit d'aller au restaurant avec ton cheval, sauf si ton cheval a un pantalon. Non. Ça, c'est une vraie loi. Donc ça, c'est du pipi de chat. Je pense que c'est possible. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit vrai, car aux États-Unis, il y a beaucoup de prisons qui sont en fait privées. D'ailleurs, les États-Unis n'ont pas ratifié la convention de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, sur le travail forcé. Non, mais c'est important parce qu'ils ont le droit, du coup, dans leur prison, C'est la de faire place quelque ouverte chose pour les abus. que nous n'avons pas le droit de faire. Et Donc voilà. je dirais Pas que si là-bas, fou. tout s'achète, tout se vend, y compris le temps de vie et la mort. Donc c'est vrai. Jérôme Sarr. Moi, je dirais que c'est vrai, parce qu'en France, il y a pas mal d'instituts d'expertise clinique où on peut tester tout un tas de produits, quitte à perdre ses cheveux, à brûler son corps pour des trucs de crème solaire. J'ai d'ailleurs testé des médicaments dans des laboratoires. Je pense que c'est vrai. William. Sans vouloir entrer dans les divagations anti-américaines de Mme Garrido et du représentant de France Inter, je sais que c'est vrai. Et je ne porte aucun jugement moral là-dessus. Ouais. Absolument. Moi, je vais dire que c'est faux, parce que tous mes camarades ont dit que c'était vrai. C'est une posture. Ça c'est bien. Non, mais c'est bien. Non, ça s'appelle la martingale, c'est pas assumé. pareil. C'est assumé. En effet, tout est possible aux États-Unis et surtout au Texas, mais pourtant, ça me paraît faux. Il me paraît que c'est quand même hors dehors de la limite. Bon, il sait qu'on a gagné encore, il en est malade, il sait plus quoi faire. Il sait plus quoi faire, ce garçon. On a gagné. On a gagné. Allez. Bravo Stéphane. Bravo à Stéphane Simon et à la production de l'émission. On a gagné. Non mais nous, on est désolés parce qu'on c'est ne incroyable, peut ça. pas rattraper tout à Bah deux. oui, bah on oui. fait ce qu'on Bah peut, oui, mais... Je peux pas. En fait, nous, on est trop intelligents. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des terriens de Tanguy Bastureau. Ce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs, c'est que Tanguy Pastureau a quitté
l'émission de Zemmour et Nolo pour nous rejoindre. Et là, je suis sûr que ça vous fait mal. Bah, à chaque fois. Je m'habitue pas. Chaque fois que vous venez avec un Pasturo, ça vous détruit. C'est la première fois qu'on me quitte. Zemmour, il a déjà été quitté plusieurs fois, j'imagine. Ouais. Oui. En plus, Bon. c'était pour de l'argent, donc c'est terrible. Alors, mon petit Tanguy, allez-y. Eh bien, on commence avec le roi de la gagne. Édouard Philippe, le Premier ministre poilu, qui d'habitude dégage la même folie qu'une huître qui aurait gobé sa perle, et qui en Nouvelle-Calédonie s'est lâché. Ça fait plaisir pour lui, il va finir par perdre sa virginité. À peine arrivé à Nouméa, regardez, il est allé au marché, où un type nu avec les cheveux dégueux lui a tendu une noix de coco avec une paille. Là, t'es Premier ministre, tu te méfies, tu te dis, oula, Antoine, il va m'empoisonner, je vais filer la noix de coco à un ministre qui sert à rien, comme Nicolas Hulot. Mais pas lui, il a bu tout ce qu'il y avait dedans. C'est un évier. Ainsi va porte de Saint-Ouen et qu'un mec à capuche lui dit « J'ai un truc pour toi, mon pote ». Ça se prend par le nez, il roule la photo de Macron sur laquelle il a écrit « Toi et moi pour la vie bichon » et il sniffe. Hein, alors la drogue a de suite fait effet. 20 secondes plus tard, Philippe enfilait un collier de fleurs et prenait la main d'Hortense, 55 ans, en lui disant « Tu viens souvent ici, j'adore cette boîte ». 1 heure après, il avait sur la tête un chapeau en feuilles. Si Madame de Fontenay tombait la tête en avant sur son ficus, ça donnerait ça. Il a voulu parler à une fillette, résultat, il lui a enfoncé les tiges dans les yeux. Hein, la petite aujourd'hui est non-voyante, ses parents n'ont que 15 jours pour lui apprendre le braille parce qu'ils lui ont pris des livres adaptés pour Noël. Ensuite, les Calédoniens ont encore ajouté des fleurs sur Philippe et des feuilles. Hein, là-bas, il n'y a pas de poubelle, on ratisse le sol et on met tout sur lui. Il a fini assis par terre dans une case. Mais moi, j'ai vu ça, j'ai cru que Denis Brognard allait débouler avec un truc pour éteindre sa torche. Quoi. Il a vécu comme César, il finit comme Zaz. La Polynésie, c'est le seul lieu où, quand les politiques y vont, ils respectent les coutumes. Jamais en Bretagne, Édouard Philippe n'aurait fait un fest-noz. Jamais dans les Ardennes belges, il n'aurait couché avec sa cousine. Alors était avec lui en Calédonie Sébastien Lecornu, à droite, secrétaire d'État à la transition écologique. La transition écologique se fait sur sa tête. Hein, c'est un début. Même quand à Pattaya, vous avez essayé l'opium, vous n'êtes pas dans cet état-là. Alors heureusement, il a fini par redescendre, ainsi qu'Édouard Philippe, qui a pu reprendre une activité normale, c'est-à-dire inaugurer un truc. Et c'est le seul, avant de découper, qui s'échauffe avec les ciseaux. Hein, il doit avoir un ami imaginaire à qui il fait une épilation en ticket de métro. Du coup, ça prend des plombes. Même si Juppé lui demande une coupe, il faut 4 heures. Enfin, il a rendu hommage au député Jacques Lafleur, qui, avec un nom pareil, était fait pour bosser dans les îles. Les ministres, parlons-en. Annick Girardin, ministre des Outre-mer, a croisé en Nouvelle-Calédonie Teddy Riner, qui a éternué. Donc Girardin s'est encastré dans le mur. Elle n'a pas survécu. Ses cendres ont fait le voyage-retour dans une noix de coco. Elisabeth Borne, ministre des Transports, s'est rendue à Montparnasse le soir où tout était en rade. C'est le concept du wagon IDZ, mais étendu à une gare. Il n'y a pas un bruit parce que tous les TGV sont bloqués dans la Cambrousse. On est bien, limite, elle faisait son yoga. Gérald Darmanin, l'enfant ministre, est allé sur le site Jouet Club et a choisi ses cadeaux pour Noël. Il a dit « Je veux Ken », on dirait Macron, et le garage et le Cluedo. Je pense que c'est Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, qui a tué Hulot avec du glyphosate dans le couloir du ministère. Le maire a répondu « Tu vas te calmer, Loulou, j'ai regardé le livret A du pays, tu peux juste avoir une orange. » Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a rencontré une brigade cynophile et il est tellement chiant qu'il a fait bailler le kleps. Vous le faites entrer aux eaux de Beauval à 14h, 14h05, il y a tous les animaux qui pioncent, à part le bébé panda qui crie « Brigitte, je t'aime ». Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a visité un chantier d'insertion avec au milieu Miss France 72 qui a arrêté le bikini. Ni l'un ni l'autre n'a été foutu d'enfoncer son casque normalement. Ils ont arrêté à mi-course. Quand on fait pareil avec des capotes, on a beaucoup d'enfants. Et puis Nicolas Hulot, ça y est, regardez, marche au solaire. Là, il était au Kenya, donc il s'est rechargé. Faut juste pas qu'il aille en week-end sur la côte belge parce qu'à midi, il tombera le nez dans ses frites. Et la prochaine éclaircie, c'est en avril. On part à droite.
avec Alain Juppé qui a annoncé son soutien à Maël de Calan, un inconnu, contre Wauquiez. C'est le seul à s'enthousiasmer pour un candidat en faisant la tête du mec dont le chat est mort alors qu'il venait de racheter 30 kilos de croquettes. Il y a des gens avec eux, c'est tous les jours Noël. Avec Juppé, c'est tous les jours la Toussaint. Alors Juppé a aussi reçu François Hollande, le bénil français, à qui il a réservé, regardez, dit-il, un accueil républicain. Ce qui est confirmé par Hollande. Merci pour cet accueil républicain. Et ils doivent avoir peur qu'on imagine qu'ils couchent ensemble. Mais en général, quand on se justifie à ce point, c'est qu'il y a un souci. On écrit sur la page Facebook de ses maîtresses « Merci pour ce dîner de travail très professionnel qui s'est prolongé jusqu'à minuit et demi, tellement c'était professionnel. » Et on dit à sa femme « Regarde, avec Sandrine, on bosse. Dur, dur, dur. » Mais qui se mettent ensemble. Juppé et Hollande, ils ont les mêmes opinions. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors Laurent Wauquiez, lui, a fait des meetings. Il a signé un t-shirt « Les jeunes avec Wauquiez » à un jeune. Le jeune avec Wauquiez a 74 ans. Moins de 60, il y a Wauquiez qui dit au type « Tu dégages gamin ou j'appelle tes parents ?» Alors il s'est appuyé sur une autre jeune avec Wauquiez en faisant la tête que nous on fait à la Saint-Sylvestre quand on vient de se découvrir une allergie aux huîtres. Wauquiez a aussi inauguré une exposition de Santon à la région Rhône-Alpes. Il n'avait pas le droit de faire une crèche. Donc il s'est dit, on va contourner le truc. Quoi? Il y a un bébé avec un âne et un bœuf? Et alors, c'est juste Darmanin à qui on a offert une Smartbox séjour à la ferme. Il n'y a rien de religieux. Quoi? Ce barbu sur une croix? Je sais pas, Chabal qui fait le con. Alors, il s'agit d'une expo de Santon revisitée. Par exemple, là, on voit un fumeur de pipe à crack avec ses potes défoncés par terre. C'est moderne, quoi. C'est ça, la magie de Noël. Alors sinon, Thierry Mariani des Républicains, celui qui avait dit que la Syrie c'était tranquille et super beau, eh bien a dîné en Chine, chez le dictateur communiste. Alors il a pris en photo le menu, il y avait de la bavette d'opposants sur le lit de blogueurs politiques. Il a fait le tour du monde des dictatures, c'est con, il a raté Robert Mugabe de peu, quoi. Enfin, Florian Philippot est parti à la neige. On a l'impression qu'il a de très grandes oreilles, mais en fait c'est un cheval, un coup d'épée derrière. Il va bien, ce n'est pas devenu un centaure. Alors ensuite, avec ses copains, ils sont montés dans une calèche avec, regardez, la machine à vin chaud. Philippot, c'est Kenji Girac qui serait mis à la picole. Et il est content parce qu'il a son bonnet des Patriotes. Il ne le serait pas s'il se voyait. Vous allez au ski avec ça, il y a tous les gauchistes qui vous donnent des coups de bâton en vous traitant de facho. Quand dans un parti, tu réalises que celui qui a le plus de charisme, c'est le cheval, ça veut dire qu'il faut raccrocher les gants de ski. À tout à l'heure. Bravo, bravo. C'était Tanguy Passion. On le retrouve tout à l'heure pour les terriens de Tanguy Passion. Le retour. Et maintenant, mesdames, messieurs, on repasse en zone libre. C'est la France qui se lève tôt. C'est Raquel Garrido. Alors, souvenez-vous de Pierre Priolet, l'agriculteur qui nous avait tellement émus sur le plateau de Salut les Terriens. Raquel, vous l'avez retrouvé. Oui, on l'a retrouvé et on était évidemment inquiets parce qu'en 2010, il était au bord de la collapse. Il était souvent ému aux larmes sur le plateau. Il pensait qu'il ne pourrait pas vivre de son métier, l'arboriculture. Il avait déjà émis un certain nombre de propositions, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le fait qu'il fallait une chaîne de distribution. Direct entre le producteur et le consommateur. Et donc, on est allé le voir pour voir s'il a avancé un petit peu dans ses projets et ses rêves. On regarde. Pas du tout. Donc, vous vendez, vous, 17 centimes d'euros le kilo des poires qui déjà vous coûtent 40 centimes d'euros. Alors, le pire de tout, c'est que vous les retrouvez, ces poires, à 2,80 €, voire 3 € dans les grandes surfaces. Vous voyez, notre société, elle ne pense qu'au profit immédiat. Ouais. On est prêt à gagner n'importe quoi sur n'importe qui, pourvu que ça soit rapide. Ouais. L'agriculteur a envie de mettre l'homme au cœur de la vie, au cœur de la société. Et si on est attaché à notre métier, c'est qu'il y a des racines. On est en prise directe avec la vie. J'ai retrouvé Pierre Priolet, je voulais savoir ce qu'il était devenu.
Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Mais comment vous allez? Parce qu'à l'époque, déjà, vous n'alliez pas très bien. Alors moi je vais super bien parce que maintenant je suis retraité. Donc j'ai la chance d'être retraité et enfin de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et donc aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai décidé de lutter contre la vente à perte. Ce qui fait que j'ai monté avec mes 2 associés, Max et Olga, une société qui permet de proposer en circuit court les produits les meilleurs des agriculteurs. Et l'idée, c'est d'avoir un circuit court qui rémunère l'agriculteur, qui soit ultra frais et qu'on offre enfin quelque chose de différent aux Parisiens. Donc on a 18 points de vente sur les marchés hebdomadaires et j'ai ouvert 2 magasins. Par contre, maintenant, c'est vrai que ma vie est totalement différente parce que il faut aller à Rungis, il faut aller voir les producteurs. Donc, votre journée, elle commence à quelle heure? Par exemple, ce matin, c'était 4h30. Et ça se termine très souvent, 11h30, minuit. Bonjour mademoiselle, on vient chercher quelques pommes de terre. C'est celle-ci, Annabelle. Attends, je les mets, allez. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien, et vous? C'est comme quand j'étais jeune, la course à pied. C'est les 2 là. Ouais. Tu as le bon, s'il te plaît? Je sais. Salut bel homme. Comment tu vas? Ça va. Je crois qu'on a des poireaux chez toi, c'est vrai? Oui, si, t'en as 25, c'est ça? Alors, c'est quoi l'avantage de travailler avec Pierre? L'avantage, on a tous les avantages. Il reconnaît mes produits, il sait qu'il y a de la valeur dans mes produits, donc c'est facile. Vous vous sentez respecté, en fait? Oui, exactement. Voilà. Moi, ici, si je viens là, c'est que le poireau a été ramassé hier. Donc, il a été ramassé hier. Là, à midi, il sera dans l'assiette. On a fini, les gars. J'ai tout ce qu'il faut, c'est fini. Ici, c'est pas les champs, c'est la course. Hein. Le circuit court, c'est juste. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va? Enchanté. Là, il y a écrit prix prod. Prix producteur. C'est-à-dire que c'est le prix auquel le producteur est payé. Il faut que les gens sachent à quel prix le paysan vit en produisant son produit. Aujourd'hui, il faut remettre les choses en place. Les fruitiers, les légumiers, il y a eu un vrai travail qui a été fait quand même globalement. On vit mieux. Par contre, les laitiers, les éleveurs, ils crèvent. Et eux, ils ne touchent que le résidu de ce que tout le monde a pris avant eux. Là, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire, mais il est possible de distribuer des produits avec une éthique. Il est possible de consommer un produit en sachant que l'agriculteur est rémunéré dignement de son travail. Et ça, je suis vraiment fier qu'avec mes associés Max et Olga, on ait pu arriver à le créer. Et ça, jusqu'à présent, on n'était pas capable de le faire. Celui qui vient là, qui comprend la cause de l'agriculteur et qui accepte de mettre sa part, celui-là, il me rend heureux, mais vous ne pouvez pas savoir. Parce que je me dis, voilà un homme qui se nourrit, qui a pris conscience, qui a vraiment pris conscience que son acte est important. Ça, c'est fabuleux. Il va bien, Pierrot. Ouais. Bien sûr, il est à fleur de peau parce que, en fait, derrière la technicité du travail agricole, ce qui lui donne, lui, la force d'avancer, c'est de comprendre que tout ça, ce n'est finalement que de l'empathie. Ce sont des hommes qui nourrissent d'autres hommes. Ce n'est pas des agriculteurs au sens où je m'occupe que de ce que je vais planter et de ce que je vais récolter. En fait, ce sont des nourriciers. Donc, en fait, c'est une chaîne comme ça d'empathie, c'est de l'amour. Et comme on parle que d'amour, c'est pour ça qu'on est... Donc, la leçon, c'est qu'il faut faire passer l'éthique avant l'étiquette. Ah, exactement. Mais j'essaie de... C'est pas Gisbert qui aurait dit ça. Mais fais attention, tu vas retourner chez Ruquier. Attention, Natacha Polony. La leçon, c'est que c'est aussi un combat politique. Il y a des états généraux de l'alimentation en ce moment, dont tous les enjeux environnementaux ont été un peu évacués parce que, comme souvent, ce sont les lobbies qui ont pris le pas. Et donc, sur la question de la vente à perte, eh bien, il y a eu un recul. C'est-à-dire que, pour l'instant, on n'a pas voulu fâcher la grande distribution. Donc, Emmanuel Macron a annoncé que
ça viendrait après, qu'on essaierait. Mais pour l'instant, c'est pas gagné, c'est pas fait. La vente à perte, elle continue à exister. Et ce que dit Pierre Priolet, c'est que les éleveurs laitiers sont en train de crever. Mais je comprends pas, c'est que c'est illégal de vendre à perte. Normalement, c'est illégal. Sauf pour les paysans. Sauf pour les paysans. Eux, oui, c'est le seul système où ce n'est pas le producteur qui fixe son prix et où on a le droit de faire Il est là le crever problème, le c'est que producteur, c'est un si on problème peut. de loi. Pourquoi ce serait autorisé pour les paysans de crever la bouche ouverte pendant que tout le monde les regarde et donc de vendre à perte parce que en face la grande distribution leur impose presque de vendre à perte s'ils veulent survivre, alors qu'on sait que dans le commerce c'est interdit de vendre à perte. Pourquoi ? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le libre-échange et qui fait que s'ils n'acceptent pas ce prix-là, on leur dit mais t'es gentil mon gars, on va aller acheter ailleurs. C'est pas une question de l'égalité, c'est une question de responsabilité collective. Parce que ça fait des années que tout le monde le sait et que tout le monde joue le jeu d'acheter dans la grande distribution et tout. Donc c'est pas les uns qui sont coupables les autres, c'est que si on décidait collectivement que ça cessait, ça cesserait immédiatement. Donc on est tous complices en effet. En effet, on peut accuser beaucoup de monde, le libre-échange bien entendu, et c'est sûr que ces productions de qualité qui sortent de la terre, parce que ce qui est impressionnant dans ce qu'il fait, c'est que cette boutique qu'on a vue, le soir elle est vide. C'est-à-dire il a acheté par exemple ce jour-là 12 laitues. Les 12 laitues, à la fin de la journée, il n'y a plus de laitue. C'est parce qu'il ne veut pas garder pour le lendemain une laitue qui commence à mollir, qu'il va falloir arroser abondamment pour faire comme si elle était fraîche, d'accord ? Donc il y a une éthique maximale sur la question du goût. Mais il aimerait bien que, suite à ce reportage, d'autres aient envie aussi, parce qu'il y a des débouchés, parce qu'il y a en Ile-de-France et partout en France aussi un désir de manger, des bonnes choses. Bien sûr. Merci Raquel. Voilà, c'était l'AP1 des Terriens du dimanche. Émission qui vous aide à vous faire une opinion. On se retrouve après la pub avec la zone libre de Natacha Polony. Sommes-nous manipulés pour nous inciter à acheter? À tout de suite. Rebonsoir les terriens du dimanche. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion, toujours en compagnie d'Éric Nolot, de Natacha Polony, de Raquel Garrido, de Gilles William Donadel, d'Absa Toussi, de Tom Billard et de Jérém Sarr. Et maintenant, mesdames, messieurs, on va jouer. La semaine dernière, c'est Mustapha qui a gagné. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Qui remportera l'ours rouge cette semaine? C'est le winner de l'actu. Lorsque tu brisais tes... Ah, j'étais prêt à faire lorsque tu deviens chienne, merde. Alors attention. Qu'a-t-on découvert sur les huîtres récemment? Qu'elles peuvent entendre, qu'elles peuvent penser, qu'elles peuvent parler, qu'elles peuvent remonter dans notre tube digestif en une nuit pour tenter de s'échapper. Qu'elles peuvent entendre. Comment tu sais ça? Parce que je la vois pas remonter mon tube digestif. T'en sais rien. Parce que si elle nous parlait, ça ferait flipper. Et donc, entendre, je me dis, au moment... Tu vois, elle réagit. Pour te dire la vérité, tu as raison, elles n'entendent pas vraiment, mais les ondes que nous émettons en parlant, les huîtres, ils sont sensibles, oui. Et... Attention. Qu'est-ce que la pine cuisine? La quoi? La pine cuisine. D'accord. P-E-E-N. D'accord. J'ai bien compris. Alors. Une cuisine qui n'utilise que des ingrédients de couleur jaune. Une cuisine dont les recettes sont accessibles uniquement grâce à un code PIN. Une cuisine qui consiste à reconstituer des pénis dans tous les plats. Ou une cuisine inspirée par Sean Penn. Moi, je sais pas, j'y vais, un pénis dans l'assiette. Oui, mais oui, Natacha, bien sûr. Tu vois, dès que tu clashes, ça marche.
C'est bien, Jean-Denis. Ça doit être un fantasme. Le but de cette cuisine est de crier son amour du pénis. Pourquoi P-E-E-N Quel est le rapport? Ça s'écrit P-E-E-N. Bah non. Mais vous, c'est pin comme pinaillage, là. Hein, c'est vraiment... Tu devrais me valoir un point. Ah, la punchline, mais franchement, tu devrais la donner à Joey Star. Je donne rien à Joey Star, c'est trop risqué. Ni pizza, Quel ni jeu de mots. personnage est mis en scène dans le dernier livre de Noël de la maison d'édition HarperCollins? Un renne qui tombe amoureux d'une petite fille, un Père Noël SDF, un Père Noël noir marié à un homme blanc, ou des lutins zombies qui tuent le Père Noël. Moi, je lâche tout. Un Père Noël noir marié à un homme blanc. Et voilà. Dès que tu clashes, bravo Natacha, effectivement. Tout est possible. Bonne réponse, mais tout Vous est êtes possible. des grands Natacha. malades. Depuis quand un Père Noël noir, il existe en Afrique, il descend de quelle neige? Mais sérieux. Stéphane qui est en tête. C'est moi. Natacha Polony. Le petit ours rouge. Il est pour Natacha, le petit nounours. Je ne pense pas. Il y aura un super bonus à la fin. Ah bah toujours. Attention. Dans une interview à Télé Loisirs, Grishka Bogdanov explique que les modifications de son visage et de celui de son frère sont dues à l'abus de musculation faciale, à des technologies du futur dont il ne peut pas parler, à une chirurgie esthétique ratée, à une mutation génétique rare. Les connaissants, comme je crois les connaître, c'est des technologies du futur dont il ne peut parler. Bravo. Quelle étrange prise un pêcheur canadien a-t-il fait cette semaine? Quelle horreur. Une urne funéraire avec les cendres d'un soldat de la guerre de sécession. Un homard avec le logo Pepsi sur la pince. Une bouteille à la mer avec un message de Kim Jong-un. Un lingot d'or dans l'estomac d'un espadon. Un homard avec une marque Pepsi dessus. Comment tu sais? Parce que j'ai reçu des bonnes ondes. Bravo! Bravo Raquel, c'est exactement ça. Alors on ne sait pas comment le logo Pepsi a pu s'imprimer sur la pince, mais enfin ça en dit long quand même sur la pollution des océans. Il faut l'en au maximum. Donc ce que boivent nos homards, franchement, c'est C'est dégueulasse. vrai que ça finirait par être inquiétant. Oui, un petit peu. Attention, qu'avait proposé l'élu Front National isérois Franck Sinisi. Il a été condamné cette semaine à 2 mois de prison avec sursis, quand même. Hein, alors, de ficher les prénoms des enfants pour établir des statistiques ethniques et religieuses, de récupérer les dents en or des Roms pour les nourrir et les loger, d'interdire la propagande encourageant l'homosexualité ou de ficher les chiens grâce à leur ADN pour tracer les déjections canines non ramassées. Oh merde, mais non! De récupérer les dents en or des Roms. Bien Ça sûr, paraît le on en plus a ignoble parlé. et pourtant c'est celui-là. Natacha Polony, bravo. Et maintenant, on repasse en zone libre. C'est la France citoyenne, justement. C'est Natacha Polony. Alors voilà, et si nous étions manipulés pour nous inciter à acheter coûte que coûte? Une question que Natacha Polony ne compte pas prendre pour argent comptant. Non, vous pensez vraiment qu'on est manipulé? Thierry, non. 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 J'ai Genre de la pub? Pendant Alors, 20 ans. c'est- J'ai mais oui. manipulé pendant 20 ans, moi. Mais sauf que là,
Honnêtement, je ne voudrais pas être désagréable, mais ça, c'était la publicité ancien temps. C'est-à-dire qu'en gros, le marketing tel que vous le conceviez, c'était essayer de vanter un produit avec le meilleur slogan. De mentir aux gens de la façon la plus habile possible. Voilà, merci. On estime que 75% de nos achats sont irrationnels. Donc, comment faire pour manipuler le mieux? Alors, jusqu'où ça va exactement? On est allé d'abord interroger Benoît Heilbrunn. C'est un professeur en marketing. Vous allez voir, vous allez retrouver 2-3 choses que vous connaissez. Le marketing, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de manipulation, dans ce sens qu'on essaye de mettre la main sur le consommateur, au sens propre et figuré. Et on peut mesurer très facilement l'impact d'une publicité. On va regarder si les gens font attention au message. On va regarder l'engagement émotionnel, est-ce qu'ils arrivent à rentrer dans la narration, dans le récit. On va regarder la mémorisation et on va regarder l'attribution, c'est-à-dire est-ce que les gens sont capables d'attribuer le message à la marque. Après, on sait qu'il y a des éléments qui vont augmenter le plaisir provoqué par le message. Par exemple, le fait de voir des bébés, de voir des sourires, certaines musiques, le fait de voir des paysages, le fait de voir un coucher de soleil. Donc en fait, ce sont tous les éléments que l'on retrouve dans les publicités les plus banales, mais qui fonctionnent. Pendant très longtemps, le marketing était essentiellement audiovisuel. Et on s'est aperçu que pour déclencher des émotions, il faut avoir une approche qui soit multisensorielle. Le hamburger le plus célèbre au monde a effectivement été travaillé dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire la vue, le toucher, le bruit qu'il fait quand on le prend en main, quand on le mange, et évidemment l'odeur. Donc c'est pas simplement un produit gustatif, c'est un produit multisensoriel. Donc le principe, vous avez bien compris, c'est qu'un être humain fonctionne avec ses 5 sens. Donc, l'idée, c'est de parler à vos 5 sens et de parler à vos émotions. Donc, on va vous raconter une histoire et on va scénariser tout ça. Et puis surtout, on va parler à votre mémoire parce que la zone de mémorisation et la zone d'émotion sont très proches dans le cerveau. Et donc, pour que vous reteniez la marque, on va essayer de vous raconter cette histoire qui va vous toucher et qui fait que vous allez enregistrer la marque. Alors, simplement, maintenant, on va un petit peu plus loin puisque dans la manipulation à travers les 5 sens, on ne se contente pas du spot publicitaire. Le spot publicitaire, ça parle à votre vue et à votre ouïe. Donc maintenant, quand vous vous promenez dans des magasins, on fait beaucoup mieux. Alors on a emmené notre gentil expert Benoît Heilbrunn dans une galerie commerçante, dans un supermarché, en caméra cachée, parce que vous vous doutez bien que c'est pas très bien vu d'aller filmer ça, et vous allez voir ce qu'on en a tiré. Donc en fait, on va jouer sur plusieurs éléments pour créer une atmosphère, parce qu'il ne faut pas que les gens se lassent. Et pour que les gens reviennent, eh bien, il faut montrer qu'il y a de la diversité d'expériences. Il faut savoir que le rythme de la musique dans un magasin a une influence sur le rythme de déambulation. Aux heures calmes, on va mettre de la musique avec un tempo lent. Donc ça ralentit le cœur, le rythme cardiaque. Et au contraire, dans les périodes de rush, on va mettre des musiques beaucoup plus saccadées et donc à faire en sorte que les gens passent plus vite en caisse. On vient de sentir une odeur de pain au chocolat. On va ventiler ce type d'odeur qui va activer certaines zones du cerveau et notamment l'appétence et la gourmandise. Par exemple, dans les hypermarchés au rayon primeur, certaines enseignes vont diffuser des odeurs de fruits et de légumes, ce qui est rigoureusement interdit, mais qui est quand même une pratique très très souvent utilisée. Voilà typiquement une enseigne qui vend des choses complètement inutiles. Et donc là, on a besoin de marketing. On va jouer sur les odeurs, sur les matières, sur les touchés. Finalement, j'ai envie de rester, je me sens bien et on sait qu'il y a quand même un lien entre le temps passé dans un magasin et le montant dépensé. On va diffuser des gouttelettes dans différents rayons. Ça peut être rayon salade, ça peut être au rayon poisson, pour renforcer cette idée de fraîcheur. Le poisson n'a pas besoin qu'on projette des gouttes, il est sur des glaçons. Donc le poisson est tranquille. Par contre, là, c'est un langage qu'on va tenir pour le client en disant « Regarde comme mon poisson est frais, regarde comme je prends bien soin de ton poisson ».
t'aperçois qu'on va vendre dans un même espace des pralines au chocolat et des alliances. Ça a un impact sur le consommateur? Bien sûr. Je vends des alliances à côté du chocolat, donc forcément, mon alliance est bon marché, puisque c'est une catégorie comparable au chocolat. Tout est calculé dans un magasin, les couleurs, l'éclairage, la hauteur des plafonds, parce qu'on est capable de connaître l'impact de pratiquement toutes les variables d'organisation du magasin. Et voilà, bravo Natacha. Et alors, donc on est niqué en fait. non, mais c'est ça, on se fait totalement avoir parce que vous comprenez, il y a des entreprises qui produisent par exemple des odeurs artificielles. Ils estiment que 50% de l'acte d'achat est provoqué par cette odeur. Et du coup, on passe encore à la vitesse supérieure avec ce qu'on appelle le neuromarketing. Ça, c'est né au tournant des années 2000 à peu près. Il y a un neuroscientifique américain qui a eu l'idée de réaliser une petite expérience sur des cobayes. Vous savez, il y a un célèbre, il y a un célèbre soda rouge et il y en a un autre qui est bleu. Donc, il a fait tester les deux. Alors, à l'aveugle, les gens préféraient le soda bleu. Voilà, ils trouvaient ça meilleur. Sauf que quand on leur montrait la marque et qu'ils goûtaient, ils préféraient tous le rouge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la publicité est tellement efficace, toute l'histoire de la marque est tellement forte que ça altérait leur perception, leur goût. Et du coup, ils avaient l'impression de préférer parce que ça leur rappelait des souvenirs, parce que ça influait sur différentes zones du cerveau. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un cerveau, en fait, c'est quelque chose d'assez complexe. En fait, il y a 3 zones dans le cerveau. Et en même temps... Pas de nom, pas de nom. Et en même temps, Pepsi, ils sont cons, ils font de la pub sur des homards, c'est inutile aussi. Donc un cerveau, en fait, il y en a 3, grosso modo, c'est-à-dire que vous avez le cortex. Alors le cortex, c'est votre cerveau rationnel, c'est toute la zone qui est autour. Ça vous fait réfléchir, là vous faites attention, vous essayez de comprendre le message qu'on vous donne. Et puis vous avez le cerveau limbique. Alors ça, c'est celui des émotions. Et enfin, vous avez celui qui est beaucoup plus subtil, qui est au fond, c'est le cerveau reptilien. Ce sont les instincts primaires. Eh bien, la publicité, elle joue sur les 2 derniers et en particulier sur le cerveau reptilien, c'est-à-dire celui de vos instincts. Et donc, en fait, on joue avec tout ça pour essayer de vous faire acheter. On est allé voir, par exemple, un morceau d'une conférence de monsieur Patrick Renvoisé. Patrick Renvoisé, il est français, mais il travaille pour une entreprise de neuromarketing américaine. Écoutez ce qu'il raconte sur son métier. Normalement, les compagnies me payent pour être de l'autre côté du miroir. Donc, je vais vous révéler leurs secrets. En neuromarketing, on regarde ce que les neuroscientifiques nous révèlent sur les stimuli qui déclenchent certaines réponses. Et pouvez-vous deviner quelles réponses on cherche à obtenir des consommateurs ? On veut qu'ils disent « oui » ou « j'achète ». Si chacun d'entre vous pouvait comprendre notre nature reptilienne, nous pourrions changer le monde. Le neuromarketing, c'est vraiment trouver ce bouton « j'achète ». Oh là! Attendez, Changer le monde. Attendez, là, je vois Gilles William, ça va pas. Là, ça va pas. Vous faites la Non, gueule. mais je voudrais moduler un peu ça. Je veux dire, je pense pas que le consommateur se soit aussi passif que ça. Je pense que quand il se trouve dans un grand magasin et qu'on lui met une musique attractive, il le sait. Il accepte de la même manière que quand une femme met du parfum, il comprend, ou qu'elle met du rouge à lèvres, il comprend aussi. Je veux dire que c'est un peu plus subtil que cela et qu'il ne faut pas présenter le commerçant comme quelqu'un qui a décidé une bonne fois pour toutes de baiser le consommateur. Je vais vous dire une chose, Gilles William. Le libéralisme, le vrai, celui que vous défendez, consiste à présenter des produits aux gens et avec leur intelligence, ils vont choisir celui qu'ils veulent et celui qui leur convient le mieux. Ça, c'est le vrai libéralisme. Ne le confondez pas avec le consumérisme tel qu'il existe aujourd'hui et qui cherche réellement à manipuler, c'est-à-dire à appuyer sur ce petit bouton « buy ». Mais le libéralisme, ce qui s'appuie sur la liberté des gens, eh bien, vous voyez bien que là, ça n'est pas ça parce que nous ne sommes pas libres, nous sommes aliénés. Voilà, ça c'est super. Une question quand Bravo. même. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui diffuse dans les librairies comme odeur pour que les gens achètent des romans de Christine Angot? Vous savez... Quelle est l'odeur associée à un roman de Christine Angot? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Vous allez rire, il existe une odeur vieux livre qui est parfois diffusée dans certains magasins. Ça existe. Moi, perso, quand je passe devant une boulangerie et que je sens fort l'odeur du pain ou du pain au chocolat,
Ça marche à tous les coups, je rentre et j'achète. Ce que je veux dire simplement, c'est que le neuromarketing, le laboratoire qu'on voit au début, il a été cofondé par M. Tapiro, qui n'est personne d'autre que Franck Tapiro, qui était le conseiller en communication de Nicolas Sarkozy. Et depuis 2016, ce neuromarketing est appliqué à la politique. Mais bien sûr, c'est la suite logique. Mais c'est marrant parce que moi, quand je vais courir dans le bois de Boulogne, j'ai rien envie d'acheter du tout. Natacha, un mot. Conclusion. Il y a deux manières de lutter. Il y a la régulation, ça c'est l'arme politique. On interdit certaines techniques qui sont ignobles et dégueulasses. Et deuxièmement, l'éducation. C'est-à-dire que chacun doit apprendre à ne pas être manipulé, à tout simplement se construire des anticorps pour essayer de lutter contre ça. C'est-à-dire que savoir qu'on essaye de l'avoir. Vous avez une bonne volonté pour sauver la race humaine qui est tout à fait exceptionnelle. Je fais ma part. Moi je reste attaché à ta douce personne, ma tendre, ma mignonne. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe au Street Talk de Blacko. Alors, samedi prochain, la France élira sa nouvelle Miss France, des reines de beauté qui sont, pour couronner le tout, intelligentes. Et oui, les Miss, en fait, sont soumises à un quiz de culture générale. Saurez-vous y répondre? C'est le Street Talk de Blacko. On regarde. Vous le savez, les Terriens du dimanche, c'est l'émission qui combat les préjugés. Alors, comme samedi prochain, c'est le concours Miss France, on s'attaque aux préjugés selon lesquels les candidates Miss France n'auraient rien dans la tête. Détrompez-vous! Pour devenir Miss France, il faut passer un quiz de culture générale. Alors, avant de dire que les reines de beauté sont stupides, vérifions qui sait répondre au quiz Miss France. Franchement, j'ai regardé là, leur truc de culture générale. Ah, vous trouvez que c'est pas compliqué? Franchement, j'ai pas trouvé ça super compliqué. La capitale de la Suisse, c'est quoi? Je suis pas très doué en géographie. Il y a une question de culture générale à chaque fois où ils doivent y répondre. Ouais, il y a une question, mais tout ce qui nous intéresse vraiment, c'est le passage en maillot de bain. Ah, mais croyez pas que ça soit si facile. Ah, j'ai jamais dit que c'était facile. Être bien roulé en maillot de bain, c'est pas donné à tout le monde quand même. Peut-être que vous avez un préjugé sur les Miss France, comme quoi ça serait que des jolies filles. C'est le cas. Est-ce que vous connaissez la capitale de la Suisse? Non. C'est chocolat? Je sais pas, c'est pas Genève? Bah non, c'est Berne, alors? Ah, bah je suis nul. Mais peut-être que je suis pas mal en maillot de bain. Non, mais c'est quand même assez difficile comme question. Non, complètement. Non, c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, après, si ça peut mettre en valeur autre chose que la beauté, c'est bien aussi. Ouais, mais attention, là, on a aussi affaire des filles qui ont un truc dans la tête, là. Bah, c'est important quand même qu'une fille a quelque chose dans la tête. Qui ont des trucs dans la tête, c'est vite dit. C'est vite dit parce qu'on n'a pas vraiment de preuves. Est-ce que vous croyez qu'elles sont pas très intelligentes? Il y en a certaines, si. Mais pas toutes, quoi. Peut-être pas. Quelle est la capitale de la Suisse? Vous voyez qu'elles sont pas si bêtes, les Miss France. Non, mais c'est pas mal. Alors, quel est le taux de chômage en France? Le taux de chômage en France est équivalent à 2,75%. C'est 10%. Eh, comme quoi, les Miss France... Donc les Miss ont réussi ce test? Ouais. Félicitations les Miss. Il vous reste plus qu'à savoir quel est le festival où on distribue un ours d'or. C'est Berlin. Alors là, bravo. C'est dommage que... Merci, au revoir. Bravo, bravo et merci à Stéphane Blakowski. Et maintenant, justement, on va faire 2 questions du quiz Miss France. Oh mince. Parmi les pays suivants, lequel est le plus peuplé? L'Azerbaïdjan, le Maroc, l'Indonésie ou le Yémen? L'Indonésie, c'est là. Vous allez être Miss France. Parmi les titres suivants, lequel n'est pas interprété par soprano? Mon précieux, En feu ou Validé? Validé. Qui c'est Soprano? Soprano, c'est un rappeur. Ils sont pas si cons que ça, les Miss France, finalement. Bah pourquoi elle serait con? Regarde, Sonia Rolland, elle a été Miss Ah bah France, oui, c'est une Sonia. nana absolument brillante. Bien Laura sûr. Coquerel, c'est exactement Bien sûr. la même chose. Élodie Gossuin, elle gagne tous les Elle les concours. connaît toutes ou Bah oui, je les connais. Elles ont... Marine L'Orphelin, elle est en médecine. Marine L'Orphelin, elle est dentiste, donc faut arrêter cette caricature de la connaissez Miss France qui est bête. Chaque année, moi, j'attends de savoir laquelle a fait du porno. Oui. Et maintenant, mesdames, messieurs, il est l'heure de changer de disque. En continuant en musique, c'est le blind test de l'actu.
Oui, bon, Ouais, c'est allez, que ça Johnny. c'est bon. Depuis le début, c'est que Johnny. Alors, vous écoutez la chanson. Si vous savez à quelle actu elle correspond, bah, vous répondez. Voilà. Attention. D'accord. On se concentre. Musique. Ah non, c'est glauque, là, c'est dégueulasse, la pédophilie, tout ça, là, non? Ouais, j'ai cru que c'était ça aussi, la majorité. Un indice. C'est un événement télévisuel. Ah, Téléthon? Oui, Raquel Garrido. Le Téléthon. C'est Raquel qui a gagné. On l'applaudit. Attention, continuons ce concert. Musique. Victoire des nationalistes encore. Nationaliste, bah oui. Bravo. Nolo a répondu après, je suis désolé, bah oui. Enfin, elle avait promis de renoncer à la politique, c'est moyen. Ça. ouais, mais elle veut partir en vacances quand même. Et puis surtout, on voit bien qu'elle se réjouit surtout de la déroute communiste, comme souvent la France insoumise. Bien sûr. C'est surtout ça le message. Attention, on se concentre. Ça va pour vous, Raquel. Raquel est en tête avec 2 points, c'est énorme. Attention, musique. Jérusalem, Trump. Ah bon là, ça... Trump. Alors là, si j'avais pas eu ce point-là, franchement... Tu rentrais pas chez toi, mon pote. J'avais pas le droit. C'est fini, là. Je ne répondais plus de ma sécurité. Attention, musique. Le foot. Ah, le ballon d'or. Qui Ronaldo. Mais c'est lui qui a dit le ballon d'or, bravo. Allez. Bravo, Tom Villa, ballon d'or. Cristiano Ronaldo, élu ballon d'or 2017. Là, c'est compliqué. Ah, moi, je trouverais pas, vraiment. Musique. Johnny Allez, Hallyday. Kiki. Attends. Johnny. Ah, Meghan Markle et le prince Harry, non? Elton John. C'est le concert d'Elton John, non? Trop Ça facile. s'appelle Candle in the Wind. Oui. Donc, elle l'a dit à l'idée. Elle a dit à l'idée, Oui. c'est pas l'idée. Non. C'est pas l'idée? Voilà. C'est pour Jean d'Ormesson? Non. Candle in the Wind. Pensez à une ville, une ville. Bah, Jérusalem encore. Non. Lumière, une ville. Paris. Ah, Lyon. Lyon, La bravo. fête des Lumières. Tom Villa. La fête des Lumières. La fête des Lumières à Lyon. Alors là... Ah, bah oui. C'est la France profonde, J'ai Golnadel. aucune C'est chance à gagner. capillotracté au possible, là. C'est fait pour Même nous quand planter. l'indice Hein. est pourri, il trouve. C'est un génie. Égalité, Tom et Garrido. Et celle qui arrive est très facile. Attention, à la première note, je veux une réponse. Musique. J'ai quitté mon pays. L'Algérie. Ma Je pense maison. qu'elle est belle. Macron, l'Algérie. Attention. Non, mais bon. Bien, alors bah. C'est moins fort que les autres, c'est con. Hein. Je traîne sans raison. Soleil de Non, pays. coupé, c'est la chanson qui fait pleurer Thierry. Non, C'est vrai que ça m'a fait pleurer. Bah oui. Alors, Magnifique. aïe, égalité parfaite. 2-2-2. Et donc, ça va être le Super Banco. Oh là là. Bon, Attention. je sens que je vais chanter Golden Superstar. Allons-y. Attention, le Super Banco. Allons-y. Attention, premier indice, musique. Il disait ce garçon-là est vraiment pas pour toi. C'est Johnny, ça. Bah oui, mais... Cette fois, c'est en rapport avec Johnny. C'est pour Christophe Castaner? Non. C'est pas ça? Mais on n'a pas compris. On n'est pas loin, le chef de la bande. Et on est dimanche. Thierry Ardisson. Et ça vient d'avoir lieu. Ah, c'est Vauquier, le chef Oui, de la bande. Bah oui, le c'est chef de Vauquier. la bande. Bravo. Élu à la présidence du parti républicain, évidemment. Un triomphe pour Monsieur Nolo. Pourquoi? Rien ne
il faut partir à point. Et voilà. Nolo, c'est l'Islande à l'Euro. Tu sais, tu le vois pas arriver, il va jusqu'en demi-finale. Tu sais même pas comment. Moi, j'adore cette émission. Ça revient. Oui, c'est un beau jeu. hein. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est le retour des terriens de Tanguy Bastureau. Et on recommence avec un moment très mignon. Ah bah oui. C'est le bébé panda du zoo de Beauval qui est comme Macron, c'est-à-dire qu'il est trop chou, qu'il est tout jeune et qu'on a envie de le caresser. Mais là, c'est un sentiment personnel. Alors, au zoo, ils se sont donc dit, c'est Brigitte qui va le baptiser. Hein, le premier contact a été mouvementé. Le panda a braillé, écoutez. À tel point qu'on s'est demandé si Mélenchon n'était pas mort et si son âme n'était pas allé se foutre dans le panda. S'il avait demandé « Elle est où Léa Salamé que je l'éclate ?» Sûr, c'était lui. Puis ça s'est arrangé et le petit a été baptisé. Il s'appelle Yuan Meng. Impossible pour lui de s'intégrer en France avec un prénom pareil. S'ils ont un petit Fennec qui naît, ils vont l'appeler quoi, Mohamed? Alors Brigitte a posé avec des gosses habillés en panda. Elle, c'est Prada, eux, c'est Panda. Elle a également montré un dessin de panda fait par Gérald Darmanin. Et Harry, hein, c'est mal de se moquer des gosses. Alors Jean-Pierre Raffarin, spécialiste de la Chine, était là aussi et a posté une photo de lui avec un panda qu'il a l'air de bien connaître. Hein, parce que la bête est posée, jambes écartées, avec tout qui respire et mâche une tige en faisant le même regard que Lorraine Bacal en 46. Hein, nous, il n'y a qu'après l'amour qu'on se tient ainsi. Et encore, on essaye d'être plus digne que ça. En plus, Raffarin a regardé un gant en plastique. Hein, il s'est dit, ce panda m'a tout l'air d'être un sac à dos, il est tout mou. Je vais fouiller dedans pour voir si je n'y ai pas mis mes clés. C'est au moment où la bête a rugi de plaisir qu'il a dit, bon, bah c'est pas un sac à dos, mais trop tard, l'autre s'était attaché, forcément. Une belle histoire. Ça, c'était monstrueux. Alors partons à gauche. Avec Anne Hidalgo, maire de Paris, qui a croisé Elton John, le seul qui n'a pas besoin au théâtre d'ouvrir le rideau, parce qu'il vit dans le rideau. Hein, là-dessus, il y a 4 mois de budget des reines du shopping d'M6. Puis elle s'est tamponnée dans la main la phrase « Faisons l'amour ». Si elle avait été un panda, Raffarin l'appelait direct pour lui dire « Ok bébé ». Mais elle n'est qu'un être humain, c'est moins mignon. En fait, Faisons l'amour, c'est une campagne contre le sida. Hein, et cette semaine à Paris, pour un café bu en brasserie, on avait droit à un préservatif. Mais regardez, c'est marqué sur l'enveloppe, taille XL. Hein, une preuve de plus qu'Anne Hidalgo nous connaît bien mal, hein, Nolo. Ces politiques sont complètement déconnectés du terrain. Je suis désolé, il met du XL. Moi, dedans, je mets mon téléphone, mes clés et j'en fais un sac à dos. Ça m'évitera de fouiller dans un panda. Bien, bien. D'accord. Ah ouais. Alors, sinon, Benoît Hamon, le loser magnifique qui a pris assez de tôle pour construire un abri de jardin, a lancé cette semaine son nouveau parti politique. Il en avait déjà fait un il y a 6 mois. Dans la partie hobby sur son CV, il a écrit « Aime les livres, les voyages et lancer des partis ». Mais dans lesquels il est seul. Hein. Il y a tellement personne qu'on les appelle les partis intimes. Alors, le nouveau s'appelle Génération et c'est comme un doggy bag. Dedans, il a mis tous les restes. Il a recruté Cécile Duflot, tout juste sortie du bac à compost, et même Noël ma mère. Hein, il s'est dit, on est en décembre, il faut un Noël, quoi. Pour l'automne prochain, il appellera Tom Novembre. Et Génération, c'est du lourd. Parce que leur premier tweet, ça a été sur la taille du pénis. Hein, ils visent les déçus d'Anne Hidalgo qui ont fait du parapente dans les Pyrénées avec le préservatif taille XL de la mairie de Paris. Alors, selon Hamon, on a perdu 8 mm de pénis à cause des perturbateurs endocriniens, sauf les juifs. C'est à cause de leurs parents. International. Avec Barack Obama, qui le week-end dernier est venu faire un hold-up à Paris. Enfin, lui appelle ça une conférence. 400 000 boules pour parler 1 heure. Alors que c'est ce qu'on donnerait pour que Christine Angot arrête de parler 1 heure. Avec un public de stars. Il y avait Ségolène Royal, la Reine des Neiges. Anne Sinclair, la dompteuse de fauves, qui 5 ans avant le cirque Borman avait été récupérer le sien en cage contre une caution. Jack Lang, qui vient dès qu'il y a une soirée. L'an dernier, j'ai un ami qui a fait la fête des voisins à Dijon. À 21 h, Jack Lang était
était là. Frédéric Mitterrand, qui a trouvé Obama bien, mais beaucoup trop vieux et avec trop de vêtements. Et Karine Le Marchand, qui, à force de traîner dans les prés, est bourrée de pesticides. Ah, ça fait 5 ans qu'elle s'épile plus, ça tombe tout seul. Ensuite, Obama est allé voir Anne Hidalgo. Il lui a dit, j'ai vu ce qu'il y avait écrit dans ta main, je suis d'accord. Ce qui se passe à Paris reste à Paris, on s'en fout. Il a aussi croisé Hollande, alors ils ont comparé leurs retraites respectives. Obama a dit, je m'éclate, je prends 400 cales à demi-heure pour tchatcher 3 bolos, le reste du temps je fais du golf. Hollande a dit, bah, moi je fais des sudoku à Tulle et à 10h50 je regarde Motus. Voilà. Le rêve français. Justin Trudeau, le Canadien qu'on rêve d'asperger de sirop d'érable avant de se coller contre lui et que ça fasse une gaufrette, est allé en Chine où on lui a offert une peluche de panda. Forcément, c'est nous qui avons les vrais. Hein, c'est comme quand Jean-Pierre Foucault apprend que toutes les misses sont maquées et qu'il finit la soirée chez lui avec sa love doll. Alors le type se farcit 13 heures d'avion pour choper une peluche, hein, donc autant aller à la fête foraine. La reine Elisabeth II, elle, a croisé un chien censé lui donner, regardez, un bouquet, mais qui a fait tomber les fleurs. Voilà, il a donc été exfiltré vers la Chine et est depuis devenu une capuche pour doudoune. Et elle a vu un autre chien qui, lui, va chercher le linge dans la machine. Ils sont géniaux, hein. À terme, ce sont les chiens qu'on abandonne sur l'autoroute qui vont nous mettre le plein chez Total. Hein, la bête espère juste être adoptée par Michel Houellebecq parce que ça veut dire maxi 2 machines par an. Et le reste du temps, tu mates la chaîne animaux à la couche. Un petit mot de Macron, notre leader Maximo. Macron qui a fait le test du dépistage du sida. Hein, il préférait ça plutôt que d'essayer d'entrer dans le préservatif XL de la mairie de Paris. Alors le drame, une goutte de sang a giclé et a fini dans la bouche de Thérèse, infirmière. Depuis, c'est l'enfer. Elle a la patate, elle dort 2 heures par nuit. Elle a même réformé son appart, elle a mis la chambre dans le salon. Alors il y a un antidote, c'est de lui transfuser du sang de François Hollande. Normalement, elle s'arrête direct. Le roi de la loose. C'est Pierre-Henri Dumont, député LR, qui va organiser des parties de FIFA pour attirer les jeunes. C'est leur dernier espoir. Après, il reste juste leur distribuer du shit ou des photos dédicacées de Nabila. Alors donc, message aux jeunes. Si un monsieur vous propose une partie de FIFA, c'est de la politique. Si un monsieur vous propose des bonbons, c'est du sexe. Si un monsieur arrive avec un gant en chantant Pandipandas, c'est Raffarin. Cassez-vous. Enfin, un mot de soutien à Raquel, qui, vous le savez bien évidemment, a confondu dans un tweet Conforama et Castorama à propos de la Ligue 1 Conforama. Donc déjà, c'est du foot. Donc comme sponsor, ils auraient dû choisir But. Ouais. Déjà. Alors la On est distinction bien est d'accord. simple. Conforama, on s'assied sur un canapé. Castorama, on s'assied sur des clous. Hein. Il y a juste les fakirs en Inde pour qui Castorama, c'est Conforama. Voilà, c'était une semaine sur la Terre. Salut les Merci. Terriens. Bravo. Bravo. C'était Tanguy Passion. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr. Et maintenant, on repasse en zone libre. C'est la France qui se fâche par Gilles William Golnadel. Cette semaine, Emmanuel Macron était en Algérie. Il a évoqué la colonisation et il a prôné une réconciliation des mémoires. Mais en février dernier, le candidat à la présidentielle avait créé un tollé avec cette phrase. On regarde. Des choses atroces, des barbaries, des crimes contre l'humanité ont été commis. Et donc, il faut, aujourd'hui, réparer cela. Et c'est ce travail que je ferai en tant que président. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Alors, Gilles William, à la suite de cette déclaration du candidat Emmanuel Macron, le Cercle algérianiste, la principale association de pieds noirs française, a porté plainte pour injure. Vous êtes leur avocat. On écoute Thierry Rolando, le président
de cette association. De fait, évidemment, Emmanuel Macron n'a pas assimilé directement. Mais quand il y a un crime contre l'humanité, il y a nécessairement des agents du crime, c'est mathématique. Et évidemment, les agents du crime, ils sont bien quelque part. Et les Français d'Algérie ont été en première ligne et se sont sentis visés très légitimement. Et comme moi, comme beaucoup d'autres, eh bien, nous avons pensé à nos ancêtres qui, eux, ont libéré la patrie contre justement celui auquel nous étions assimilés par ces propos d'Emmanuel Macron qui ont été pour nous inqualifiables. Il y a eu un crime contre l'humanité, c'est le crime suprême, et on ne peut pas, et on le sait, c'est le crime de la Shoah, et on ne peut pas l'utiliser abusivement pour n'importe quelle situation. C'est en gros une sorte de, non pas une double peine, mais une troisième peine. Pour les pieds noirs, il y a eu l'arrachement, l'exode avec le mauvais accueil, et là, l'assimilation au crime contre l'humanité. Donc ça fait un peu beaucoup pour une communauté qui a quand même et qui est toujours en quête d'une reconnaissance d'une part de vérité de ces drames. Gilles William, faut-il arrêter la repentance? Thierry, la repentance unilatérale et systématique, c'est un crime contre l'intelligence. Il y a 3 niveaux, 3 strates différentes de la bourde macronienne. La première, c'est à côté des exactions indubitables commises par l'armée française en Algérie, ne pas reconnaître de la part du candidat Macron toutes les réalisations de la France en Algérie. Depuis l'assèchement des marais de la Midilja qui a entraîné beaucoup de morts des Français d'Algérie jusqu'à les découvertes et la production du pétrole. Ça, c'est la première, si j'ose dire, le premier niveau de blessure. Le second niveau, et qui est difficilement compréhensible de la part de Macron, c'est le déni de la souffrance des Français d'Algérie, commis par le terrorisme du FLN. Enfin, je veux dire, tous les massacres, jusqu'au massacre d'Oran, j'allais dire pendant la guerre d'Algérie, mais c'est même pas pendant la guerre d'Algérie. C'est 3 mois après le cessez-le-feu en Algérie, 2 jours après l'indépendance, le 5 juillet 1962, où vous avez 700 Français d'Algérie et de musulmans harkis qui ont été massacrés, sans parler des disparus. 10 ans après, les Français et les harkis espéraient encore ils reviennent. Ils ont été complètement déniés par Macron ce jour-là. Et le troisième niveau, ça n'a rien à voir avec les Français d'Algérie, Thierry. Et pour moi, c'est le plus profond. C'est la critique pathologique de la France. Comment voulez-vous que quand un type intelligent comme Macron, il va en Algérie, il explique aux jeunes Algériens que de manière unilatérale, les Français en Algérie se sont conduits comme des nazis. Comment voulez-vous ensuite que dans les quartiers, on ne soit pas encore dans la culture du ressentiment? Donc là, c'est, à mon avis, le côté le plus impardonnable de la bourde macronienne. Mais cela étant, pour être tout à fait juste, M. Macron a commencé déjà à méditer son erreur parce qu'il était mercredi dernier à Alger. Vous allez voir ce qu'il dit à un jeune Algérien. Merci à vous. Merci à vous. Ok, je sais. C'est Macron. Ça fait longtemps qu'elle l'a assumé. Mais c'est pas, on va dire qu'elle évite un petit peu le... Mais qui évite quoi? Moi, j'évite quelque chose. J'évite de venir vous voir. J'évite de dire ce qui s'est passé. Mais il s'est passé des choses, comme j'ai dit. Il y a des gens qui ont vécu des histoires d'amour ici. Il y a des gens, il y a des Français qui aiment encore terriblement l'Algérie, qui ont contribué, qui ont fait des belles choses. Il y en a qui ont fait des choses atroces. On a cette histoire entre nous. Mais moi, j'en suis pas prisonnier. Mais vous avez quel âge? Mais vous n'avez jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça? Vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir. Ça va mieux. Ben, vous voyez, le président Macron est en train d'engueuler le candidat Emmanuel
de s'être autant embrouillé. Non, mais... Vous voyez, mais oui, pardon. Le problème, c'est que là, la vidéo que vous avez montrée, ça ruine la démonstration, parce que les deux déclarations de Macron ne se conçoivent que l'une avec l'autre. Il dit d'une part, il y a eu des crimes contre l'humanité à l'occasion de la colonisation en Algérie et ailleurs, ça me semble difficilement discutable. Et de l'autre, il leur dit, il faut arrêter pour l'Algérie d'instrumentaliser cette histoire. Voilà. Donc voilà, il a raison sur les deux, mais simplement il faut tenir les deux côtés. Il faut tenir les deux côtés du raisonnement. Je crois, Éric, que vous n'avez pas compris. Lorsque le candidat Macron va en Algérie pendant la campagne électorale, il n'est justement pas dans ce discours-là. Il se contente de dire que les Français ont commis un crime contre l'humanité en Algérie. Il ne parle pas des misères de la population musulmane. Ça se fait en 2 temps. Mais comment ça se fait en 2 temps. Il faut appréhender maintenant son discours dans les 2 moitiés. Et je trouve que c'est ça qu'il faut faire. Mais comment en 2 temps il aurait été tellement plus intelligent que lorsque le candidat Macron s'est pointé à Alger il y a quelques mois, de tenir ce discours intelligent qu'il vient de tenir. Bien. On a compris, c'est très clair. Raquel Gaido. Moi, je pense surtout que ça prouve qu'Emmanuel Macron est un démagogue et c'est toujours le dernier qui a parlé qui a raison avec lui. C'est-à-dire c'est en fonction de son public et à l'applaudimètre qu'il définit un discours. Quand il va en Algérie, effectivement, parler de crimes contre l'humanité, qui est une notion de droit international quand même très contraignante, très établie, on ne sort pas ça comme ça à la légère. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi pour dire que c'est une nazification, parce qu'il n'y a pas que la Shoah qui est un crime contre l'humanité. Il y en a d'autres, il y a eu d'autres génocides. Le massacre systématique d'une population parce qu'elle est d'une certaine ethnie, d'une certaine religion, voilà, c'est un crime contre l'humanité. Le Rwanda, voilà, la Yougoslavie, et le Rwanda aussi, bien. Il y en a d'autres. Bon. Mais à part ça, de toute façon, je pense qu'il a eu absolument tort de brandir ces vocables de crimes contre l'humanité en campagne en Algérie, surtout pour ensuite aller à Toulon dire exactement le contraire, et surtout maintenant pour dire pourquoi vous m'embrouillez, qui est quand même une espèce de discours de... quasiment de racaille, pardon, mais il discute avec un jeune, pourquoi tu m'embrouilles? Moi, ça me choque pas. Ça, c'est de la démagogie, pourquoi? Parce que pendant qu'il fait ça, en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prendre la question très au sérieux, vu qu'il vient de décider de donner la copie des archives de toute la colonisation, de toute l'époque de la colonisation, de les livrer à l'Algérie, qui est une demande historique de l'État algérien, que pour l'instant la France, à laquelle elle n'avait pas consenti. Donc c'est bien qu'il a pris la question au sérieux de cette dette, entre guillemets, coloniale qu'a la France. Et donc il dit, OK, enfin, on va vous donner les archives, puisqu'on a cette histoire commune. Donc c'est un sujet extrêmement sérieux, qui a des répercussions en France, parce qu'en France, ne soyons pas naïfs, il y en a quand même qui, tous les jours, veulent refaire la guerre d'Algérie. Oui. Aujourd'hui, on a une difficulté, c'est qu'il y a des hommes aujourd'hui, les harkis, qui voudraient bien rentrer en Algérie pour mourir. C'est des hommes, ils sont très vieux, ils ne sont jamais rentrés encore. Oui. Et leurs enfants demandent à ce qu'ils puissent rentrer dans un cadre un petit peu organisé. Parce que pour l'instant, ce n'est pas possible, parce qu'en fait, tous les combattants FLN, ils sont évidemment héroïsés, logiquement, dans l'histoire de l'indépendance. Peut-être que Macron, ce qu'il pourrait faire aujourd'hui, par exemple, c'est d'organiser cela quand il va en Algérie, essayer de se battre en disant, OK, on vous donne les archives, OK, on cotise sur la question de l'histoire commune et du colonialisme, mais faisons en sorte que les harkis puissent rentrer avant de mourir. Il sort des harkis, de toute façon. Je voudrais juste poser une question peut-être naïve. En quoi dire que la colonisation est un crime contre l'humanité est choquant? Parce que c'est faux. La colonisation... Ce n'est pas que ça. La colonisation, c'est une invasion brutale, où on arrive, on déloge des gens de leur territoire où ils sont nés et ils ont grandi. Donc à partir du moment où on dévaste toute une population pour aller prendre son territoire, c'est-à-dire s'installer comme l'ont fait les colons, pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Vous dégagez, vous êtes chez vous, mais vous dégagez. Donc je vous colonise et en plus, je vais vous violer, je vais vous agresser, je vais commettre des crimes, je vais faire ci et ça, et on va dire que c'est pas un crime contre l'humanité. Moi, pardon, je comprends pas. Mais invasion brutale n'est pas dans la définition de crime contre l'humanité. Invasion brutale, je me suis pas arrêtée là. On a compris, Absatou. Ce que dit Absatou, c'est en tant que tel, la colonisation est un crime contre l'humanité. Ça peut s'entendre. Après, tu dis, la colonisation, je refuse le principe. Après, quand tu regardes le détail de la colonisation, en effet, il y a eu une œuvre de civilisation et il y a eu des crimes horribles. Donc il y a les deux qui cohabitent. Voilà. Bon, Natacha, conclusion. Première chose,
la colonisation, hélas, c'est un principe qui a existé dans toute l'histoire de l'humanité. L'Empire romain a colonisé, tous les peuples ont colonisé. Certains ont ensuite pratiqué l'esclavage et c'est immonde. Simplement, je pense qu'il faut sortir de cette, des sentiments immédiats. On brandit des souffrances contre des souffrances. Il ne s'agit pas de dire qu'on oublie telle souffrance ou qu'on oublie telle autre. Tout le monde a souffert dans cette histoire. La seule façon de le dépasser, c'est justement de s'appuyer sur les principes et de dire que, quelles que soient les réalisations qu'on ait pu faire, quel que soit ce qu'a pu apporter une colonisation française qui se voulait humaniste, même si elle était fondée sur un racisme inacceptable, eh bien, la seule façon, c'est de dire que c'est contraire à des principes universels. Et que ces principes-là, nous devons tous les adopter parce que c'est le fondement de ce qui nous permet de vivre ensemble aujourd'hui. C'est simplement ça. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Déjà mes parents dans le temps voulaient que j'aille... Si, c'est marrant ce sampleur quand même, hein. Oui, il est revenu. Il a changé, hein. C'est-à-dire qu'au début, il y avait Smile, Tony Bennett, qui est votre sosie d'ailleurs. Comme quoi tu exerces encore une certaine influence. Voilà, c'était Les Terriens du Dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon. À samedi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.